Bien. Nous allons démarrer donc ce webinaire consacré à la subvention régionale prévention malaise. Donc, je me présente, Grégory Ponassier, je suis chargé de communication et de partenariat pour la CARSAT Aquitaine, et donc je suis accompagné de Fabrice Norgeux, qui va se présenter et qui va faire l'essentiel de la présentation de ce jour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Fabrice Norgeux, ingénieur conseil au risque professionnel. Je pilote un programme national lancé par la Caisse nationale d'assurance maladie il y a à peu près 2 ans, qui consiste à travailler les accidents graves et mortels. Donc, moi, je m'occupe particulièrement de piloter l'action sur les accidents du travail mortels. Il y aura peut-être des personnes qui ont du mal à se connecter parce que j'ai eu des messages de certaines, donc j'ai envoyé les liens. Grégory, tu verras peut-être, tu peux avoir des messages. Donc D'accord. voilà, je n'ai pas eu un souci En de espérant. lien. Une Ouais. fois de plus, normalement, le lien a été envoyé. Si vous avez réussi à vous connecter, c'est que ça devrait être bon, mais a priori, il y a du monde connecté, ça devrait être bon. Dans tous les cas, pour toute personne qui n'arrivera pas à se connecter, une fois de plus, ce webinaire sera mis sur YouTube et pourra être consulté. Quelques règles concernant ce webinaire. Donc, on a coupé les micros et les caméras. Seul Fabrice et moi-même avons la possibilité de mettre nos caméras. Mais vous pourrez par la suite activer vos micros pour pouvoir poser nos questions. Et vous avez aussi la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat, dans la conversation. Nous essaierons d'y répondre au fur et à mesure. Je t'appellerai Fabrice pour lui poser toutes les questions que vous avez. Merci Grégory. Oui, je vous demanderai aussi de ne pas prendre la main sur la présentation, sinon je serai obligé de la relancer, ce qui pourrait nous faire perdre quelques dizaines de secondes. Je vous remercie. Donc, on va rentrer sur le vif du sujet. Avant de présenter cette subvention régionale prévention malaise, il est important de voir en fait l'origine, pourquoi on a créé en Aquitaine cette subvention qui est aussi expérimentale, ça c'est important. Donc en premier lieu, on va voir comment se situe la France exactement par rapport aux autres pays européens en termes d'accidents du travail mortel. À ce sujet, on va vous interroger justement, petite interrogation écrite. Un questionnaire va arriver sous peu. On va vous demander donc comment se situe la France par rapport aux ces pays européens. Est-ce qu'ils sont en dessus de la moyenne nationale, en dessous? Est-ce que la France est dans la moyenne en termes d'accidentologie du travail mortel? Ou alors, est-ce que peut-être, en fait, on ne sait pas, parce qu'on ne peut pas comparer les pays européens entre eux. Donc, on attend le questionnaire qui arrive. Bon, il part de Bordeaux, moi je suis basé à Pau, donc c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas tout de suite. Problème de technique. Sinon, je vais commencer déjà à entamer le sujet. Ah non, le voilà, qui arrive. Voilà, donc comme je vous disais, comment se situe la France? Elle a plus d'accidents mortels au travail, dans la moyenne, un peu moins. On ne peut pas comparer les pays européens entre eux, donc vous pouvez cocher et puis envoyer votre réponse. Vous pouvez répondre plusieurs fois si vous avez des doutes. Sinon, ça se trouve aussi dans conversation si vous avez des problèmes. Donc on va voir. Les résultats sont assez partagés. On vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Il y a une tendance. On va attendre les 50 réponses. Ah, vos 56. Allez, nickel. Alors Grégory? Alors, a priori, alors les gens sont assez partagés, ça continue à évoluer, mais a priori, nous sommes l'un des pays d'Europe ayant le plus d'accidents à 34%. Honnêtement, on est talonné par la moyenne. Bon, beaucoup ont répondu aussi dans la moyenne européenne. Bon, ça évolue un petit peu, mais c'est vraiment assez indécis. En tout cas, les gens sont unanimes sur le fait que nous sommes l'un des pays d'Europe ayant le moins d'accidents, ce n'est pas le cas. Donc, tu vas pouvoir nous éclairer là-dessus, Fabrice? Alors, on a eu une réponse, un commentaire de Monsieur Barbe. Difficile de comparer des choux et des carottes. Fabrice, réactive ton micro.
Oups, j'avais pas mis mon micro, pardon. Donc oui, donc là, en 2023, euh, on a vu, on a commencé à entendre parler vraiment de la France et du fait qu'elle était la championne d'Europe des morts au travail, hein. Je retranscris les propos, hein, de journalistes ou d'hommes politiques. La France mauvais élève, donc voilà, dans les journaux télévisés, la presse. Mais où se situe réellement la France? On va regarder un petit peu les chiffres, si vous le permettez. Et donc, j'ai repris les chiffres d'Eurostat, hein, donc les chiffres européens. Il a mené une étude, hein, il mène une étude tous les ans. Donc, en 2023, vous voyez que pour 100 000 travailleurs, la France a le taux d'accident mortel du travail le plus important, qui est environ de 3,6 tués au travail pour 100 000 travailleurs. On voit qu'on est bien au-dessus de la moyenne européenne. Alors, petite précision quand même, parce qu'il faut quand même expliquer qu'on parle de taux d'accident mortel du travail reconnu. Donc, quand on parle de reconnaissance d'accident mortel au travail, on va parler de critères de reconnaissance entre les pays. Donc, comparons les règles de reconnaissance dans les pays. Il y a un autre phénomène aussi qu'il faudrait prendre en compte plutôt sur les accidents du travail hors mortel, c'est le phénomène de sous-déclaration qu'on peut avoir dans certains pays du fait d'une différence de régime assurantiel. Il y en a des privés, des publics, des semi-publics, qui font que l'indemnisation accident du travail ou maladie est à peu près pareille. Donc, on ne va pas forcément, les victimes ne vont pas forcément déclarer l'accident du travail. Donc, nous, pour les accidents mortels, on va plutôt se focaliser sur les règles de reconnaissance entre pays. Alors là, j'ai repris le rapport de l'ADARES de novembre 2022 qui expliquait qu'en fait, en France, donc il y avait des reconnaissances différentes entre les pays. En France, c'est le principe de présomption d'imputabilité. C'est à partir du moment où le décès a lieu sur le travail, à l'occasion du travail, en lien avec une activité professionnelle, il est présumé être un accident du travail. Ça veut dire que c'est à l'employeur de prouver que le Je viens de travail. recevoir le lien. Merci de couper votre micro. C'est à l'employeur de prouver que le travail n'a aucun lien avec l'accident mortel. Donc, par voie de fait, avec ce principe de présomption d'imputabilité, on va reconnaître également les malaises au travail. On va être un des rares pays, si ce n'est le pays, qui est le seul à reconnaître les malaises au travail. Dans d'autres pays, c'est l'inversion de la charge de la preuve, comme par exemple en Allemagne, où en fait, là, il faut prouver que l'événement, l'accident du travail, est lié à l'activité professionnelle. C'est à la victime, aux ayants droit, de prouver qu'il y a un lien avec l'activité professionnelle. C'est l'inversion de la charge de la preuve. Un autre critère à regarder, ce sont des délais différents dans la reconnaissance de l'accident. Par exemple, aux Pays-Bas, si la personne ne décède pas le jour de l'événement, de l'accident, il ne sera pas considéré un accident du travail. C'est 30 jours pour l'Allemagne. D'autres pays, comme la Grèce et la Belgique, en fait, n'ont pas de délai officiel comme en France. À retenir, très important, pour simplifier, pour synthétiser, en France, c'est la présomption d'imputabilité. Donc, l'accident est reconnu si c'est, pour synthétiser, pendant le travail. Dans les autres pays, il faut que l'accident, il y ait un lien avec le travail, il faut que la cause soit le travail. Très important d'avoir ça en tête. Et donc, quelque part, comme disait Olivier tout à l'heure, on ne peut pas comparer les pays entre eux. Donc, ça serait illusoire de dire la France est le pays qui a le plus d'accidents du travail. On ne peut pas comparer les pays entre eux. Et le rapport de la DARES concluait par ces termes. Voilà ce niveau-là. Après, ce qui va être intéressant de regarder, avant de parler de la subvention, c'est quelles sont les causes, quelles sont les typologies sur ces accidents mortels au travail, en termes de statistiques. Alors, petit questionnaire également, je laisse Grégory vous le poser. Oui, donc on met à contribution, hein. Quelle est la première cause, selon vous, d'accident mortel au travail? Est-ce que c'est la route, les malaises ou les chutes de hauteur? On vous laisse quelques 30 secondes pour répondre. Attends à voir des résultats aussi partagés. Ah,
La route et les malaises se disputent pour le moment la première cause. Et à 60 réponses, on attend encore 10 secondes. Là, il y a vraiment Ouais, deux causes qui se détachent, c'est indécis. mais indécises quand même, hein. Donc, Donc, a priori, on aurait pour la majorité des participants, la route serait, en tout cas, la première cause d'accident du travail, avec suivi de très près quand même par les malaises. Fabrice, tu vas peut-être pouvoir nous répondre? bah, regardons les statistiques de la Caisse nationale qui va nous apporter, nous éclairer sur ce point. Donc, je vous ai repris l'accidentologie 2024 pour le régime général. On est à un peu plus de 20 millions de salariés hein, qui sont couverts. Et vous voyez que la majorité des accidents mortels au travail, alors hors trajet, hein, on précise hors trajet, ben, ce sont les malaises. On peut avoir ce chiffre en tête, 60%, un petit peu plus de 60% des accidents mortels au travail sont des malaises, car on les reconnaît, ces malaises, contrairement à d'autres pays européens. Donc on voit aussi pourquoi la France est peut-être si mal classée en termes de sinistralité par rapport aux autres pays européens, parce que 60%, la majorité des accidents mortels au travail sont des malaises. On va retrouver après à 10%, bah, c'est la route, et on a 30% qu'on appelle, ben, on va dire, autres accidents, style comme les chutes de hauteur. Alors, on a souvent entendu, c'est vrai qu'on avait ce langage de dire la première cause d'accident mortel au travail, c'est la route. C'est vrai que globalement, ça l'était jusqu'en 2018, on va voir pourquoi. Et depuis, c'est quand même les malaises qui sont devant. Même si j'additionne les accidents de trajet aux accidents du travail, on aura, on peut dire à peu près 50% de malaises dans ce ratio. Je vous donne quelques chiffres aquitains de 2025 qui sont en fait plutôt les accidents qui ont eu lieu en 2024, pardon, en 2025 et qui ont été reconnus. Alors pour l'instant, ces chiffres ne sont pas encore consolidés. On a eu 29 décès sur la CARSAT Aquitaine, hein, ancienne région. Et vous voyez qu'on a même un peu plus, hein, 66% de malaise. Et on est sur le ratio 20% route, 20% autres accidents, et une baisse assez conséquente par rapport à 2024, on avait 37 décès. Donc vous voyez, on est toujours sur ce ratio de plus de 60% de malaise au travail. Alors quelqu'un a levé la main tout à l'heure, Oui, on ce que prendra j'allais les te dire, questions après. Fabrice. Hein. Ah, on prend la On question va après. juste, on prendra peut-être juste dans une diapo, comme ça. Très bien. Donc voilà au niveau de ces données. Donc ce sont les malaises. Hein, la réponse c'était les malaises. Ce qui est intéressant aussi de regarder, parce qu'on entend aussi beaucoup dans la presse des éléments sur une forte hausse des accidents mortels au travail. Je vous ai repris pour le régime général les accidents mortels hors trajet en France. Et vous voyez que jusqu'en 2018, on avait un palier de 530, 550 accidents mortels reconnus au travail. Une forte hausse en 2019 à 733, donc presque 200. Le Covid avec les confinements en 2020-2021, et on est reparti sur un palier, hein, puisque là on a 764 tués reconnus au travail. Alors pourquoi cette hausse de allez, 200 accidents du travail à partir de 2019? C'est une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie qui a reprécisé aux caisses primaires d'assurance maladie qui doivent reconnaître la matérialité de l'accident du travail, préciser que ben, les malaises au travail devaient être reconnus à partir du moment où ça avait lieu sur le fait à l'occasion du travail. Globalement, avant 2019, on avait un accident, un malaise mortel au travail de reconnu sur deux. Les jurisprudences allaient toujours dans le sens de la reconnaissance du malaise, puisqu'il faut prouver, l'employeur doit prouver que le travail n'a eu aucune incidence sur le malaise mortel. Donc voilà, c'est cette augmentation qui est due à une augmentation ben, en fait, à cette circulaire qui a précisé les choses. On est sur un palier. On voit que
plus de 60% des malaises mortels au travail, voilà, c'est la majorité. Donc, il y a quelque chose à faire. Comment pourrait-on prévenir, réduire ces malaises mortels au travail? C'est vraiment ça qui est important dans notre action depuis 2 ans avec la Caisse nationale au niveau des CARSAT. Je vais prendre une question éventuellement, ou une ou On deux. avait Grégory? Monsieur Barbera Rena qui avait levé la main. Je ne sais pas si c'était pour poser une question. A priori. Vous pouvez allumer votre micro, hein, Monsieur Barbera Rena. Bon, Non. pas de Point de questions. question. Eh Peut-être une ben, allez, erreur. on Et va en en... conversation, non, mais rupture, Olivier fait remarquer que s'il y a une rupture statistique en 2019, bien, ça a été confirmé par ce que tu as pu expliquer. En effet. Voilà. C'est pas voilà, une augmentation brutale des accidents, c'est une augmentation de la reconnaissance administrative, hein. Alors, le but de mon intervention, hein, attention, c'est pas de minimiser les accidents mortels au travail, il y en aura toujours de trop, ça c'est clair. C'est vraiment vous donner des éléments d'information sur ces accidents mortels au travail. Maintenant qu'on a vu en fait l'importance de ces malaises, euh, l'idée c'est de voir, ben, se poser la question, même nous, hein, au niveau de la CARSAT, se dire, ben, est-ce que c'est une fatalité, ces malaises au travail, ou est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus exposés que d'autres à ces malaises? Est-ce qu'il y aurait le travail, hein, les situations de travail qui sont plus exposantes aux malaises? Donc, questionnaire également de Grégory, pour vous interroger, c'est pour vous, est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus exposés que d'autres? Grégory, je te laisse travailler un peu. Bah oui. Euh, le transport routier, le bâtiment, le BTP, le sanitaire et social, la grande distribution, ou alors aucun qui ressort. À votre avis, quelle activité où les malaises sont les plus fréquents? Ah, ça répond moins vite. Il y a peut-être plus d'hésitation. Là aussi. Là, par contre, il y a un secteur qui se détache. Ah oui, hein, en effet, ouais. Ah oui, pour vous, c'est vraiment. On va laisser tout le monde répondre, hein. Je ne vais pas vous spoiler là, les réponses. Ou en tout cas, je vous laisse le temps de réfléchir encore 10 secondes. Mais bon, Fabrice, je crois qu'on est d'accord, c'est le bâtiment et travaux publics, a priori, qui est l'activité où les malaises sont les plus fréquents. Dans le transport routier un petit peu, et ouais, pas Ouais, pas beaucoup d'activité dans la qui grande ressort. distribution. Il y a donc bâtiment travaux publics en forte majorité. Bon, a priori, on pense aussi que le transport routier de marchandises est assez concerné. Pas d'activité qui ressort, pas tant de réponses que ça. Enfin, vraiment, les trois derniers se détachent, mais sont décrochés, Ok. pardon. Ben, nous Alors, allons quelle est la voir également. réponse? Ah, alors, tatane. Euh, donc, au niveau de la CARSAT, on a eu un jeune alternant pendant 1 an pour travailler ce sujet des malaises. Et entre autres, on lui avait demandé de creuser un peu ce sujet. Et donc, on avait regardé les chiffres, en fait, en travaillant ce qu'on appelle les comités techniques nationaux, les CTN. En fait, chaque métier est regroupé dans un comité technique national. Il y en a 9 en tout. Ces comités techniques nationaux sont gérés paritairement par les partenaires sociaux au niveau national. Et donc, vous voyez que, par exemple, le A, c'est la métallurgie. On va retrouver le bâtiment, travaux publics, le BTP, le transport, etc. Et donc, en termes de nombre d'accidents mortels au travail, alors on a pris la somme sur 2019 à 2023 pour avoir un chiffre conséquent, entre guillemets. Et donc, vous voyez qu'il ressort le transport. Alors, le CTNC, c'est majoritairement le transport. Puis le BTP, enfin, on voit aussi à droite l'intérim. Alors, ces chiffres, ce sont des nombres, et en sachant que l'effectif par comité technique national est différent. Par exemple, le I est très important, on va dire plus du double, enfin, le double globalement du CTNC. Donc, ce que l'on a fait, on a pris ce nombre d'accidents par comité technique et on l'a divisé par l'effectif du comité technique. Et là, on a quand même une tendance qui s'affiche. Ah, il y a un micro qui est ouvert, monsieur ou madame Lajoigny, merci. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une tendance. Alors, les malaises apparaissent quand même, on voit dans
dans tous les CTN. Hein, il y a quand même un effet individu, hein, qui fait qu'on va retrouver des malaises quand même globalement dans toutes les activités, dans tous les métiers. Mais non, on a une surexposition, représentation dans le transport routier de marchandises en particulier. On le voit, nous, sur les accidents mortels que l'on traite, hein, sur l'Aquitaine, et c'est vrai aussi au niveau national. Et puis on a aussi le bâtiment et travaux publics. Donc voilà, en premier lieu, c'est le transport routier de marchandises et le BTP. Alors, le facteur travail, on va en parler très rapidement. C'est principalement, les malaises, ce sont principalement des AVC et des infarctus. On va dire allez, à 95%, s'il n'est pas 100%, parce que derrière, on peut aussi avoir des ruptures d'anévrisme de certaines personnes. Mais on voit que c'est plutôt donc, ces pathologies cardio-neurovasculaires avec des facteurs individuels qui vont être de deux types. Les non modifiables, ben, en fait, la pathologie peut être due à l'âge, au sexe, à des antécédents familiaux. Mais il y a quand même des facteurs modifiables, c'est-à-dire des facteurs aggravants sur lesquels l'individu peut être joué. Ils vont être l'hygiène de vie, les conduites addictives ou addictions, l'hypertension artérielle, diabète, cholestérol et l'obésité. Les facteurs professionnels qui vont nous intéresser particulièrement quand on va vouloir parler prévention, ça va être les efforts physiques qu'on va qualifier plutôt d'intenses, les températures extrêmes, chaud-froid, plutôt chaud quand même, le travail de nuit, les risques psychosociaux, et vraiment très important, les postures sédentaires. Posture sédentaire, ben, on va dire il y a 20 ans, on ne parlait pas forcément de posture sédentaire. On est vraiment sur de la santé publique, avec le télétravail, les écrans, qui sont très délétères, ces postures sédentaires. Alors, c'est quoi la définition de posture sédentaire? En fait, on entend une posture qui va être assise ou allongée, maintenue dans le temps, lors d'une activité physique qui est peu exigeante, en fait, où on va en gros dépenser peu de calories, comme quand on est sur notre ordinateur ou quand on va conduire un véhicule. Alors, si je reprends Oui, donc les facteurs professionnels vont avoir un effet sur le facteur individu, sur les facteurs modifiables. Si l'on prend le cas du transport routier de marchandises, qui est vraiment où il y a le plus de malaise en termes d'accidents, eh bien, on va voir que le problème du transport routier de marchandises ben, coche un peu tous les facteurs. Euh, les malaises mortels que l'on a au travail, c'est principalement un homme qui est autour de 50 ans à peu près. Donc, vous voyez le facteur âge et sexe qui est prédominant. Des personnes, en fait, souvent à des problématiques d'hypertension artérielle, de diabète, d'obésité, mais qui peuvent être dues aux facteurs professionnels, puisque ce sont des activités où il y a de l'effort physique intense, ici, du travail de nuit, et surtout, des postures sédentaires que je qualifierais de plus à ce niveau-là, puisque la personne, en fait, est assise pendant plusieurs heures sans activité physique, sans brûler de calories. Donc, vous voyez pourquoi le transport routier de marchandises est surreprésenté en termes de malaise. C'est lié à l'activité proprement dit de ce métier, sachant que quand même, il faut modérer les efforts physiques intenses. Il y a eu beaucoup d'améliorations faites par la profession depuis une bonne dizaine d'années à peu près. C'est important d'avoir ces paramètres en tête. Alors, ce qui est important aussi, c'est de voir que ces métiers, transport et BTP, ils ont un point commun. Ce point commun, c'est que majoritairement, ils travaillent en dehors de l'entreprise, où il n'y a pas forcément des secours, des personnes pour les aider, ou des personnes qui vont être formées pour aider les personnes, la personne qui fait un malaise. Donc on a une problématique qu'on peut qualifier de travailleur isolé ou d'assimilé, parce que même s'il y a des personnes, ben, il n'est pas toujours, il n'est pas toujours sous la surveillance des autres collègues. En sachant que le malaise, il est très important d'intervenir le plus rapidement possible. C'est dans le cas d'un infarctus et d'un AVC, et chaque minute compte. Et l'important, c'est d'avoir les gestes de bon secours, les bonnes pratiques, qui sont d'appeler les urgences, savoir secourir,
les malaises cardiaques ou utiliser un défibrillateur dans le cas des infarctus. Donc, il est important dans l'entreprise également, en plus de ces facteurs travail, on va dire prévention primaire, d'organiser les secours dans l'entreprise, mais aussi, et ça c'est très important, on le voit, en dehors de l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir secourir une personne qui serait victime d'un malaise. Et ces secours, toujours pareil, avec l'appui du médecin du travail, toujours demander l'avis du médecin pour mettre en place les secours dans l'entreprise. Voilà globalement ce que je voulais vous donner comme information. Vous voyez, donc une forte accidentologie au niveau des accidents mortels en France, qui sont principalement dus au malaise. Et on voit globalement qu'on a des facteurs qui sont liés au travail, qui peuvent être liés au travail, des facteurs, je dirais, où on peut faire une prévention primaire, et également une prévention que je vais qualifier plutôt de secondaire sur l'organisation des secours. Donc on s'est dit en CARSAT Aquitaine, on va essayer d'aider les entreprises pour prévenir ces malaises, pour réduire cette accidentologie. Est-ce qu'il y a éventuellement une ou deux questions que vous souhaitez poser avant de présenter la subvention? Vous avez la possibilité de lever la main pour prendre la parole ou bien de poser vos questions sur le chat, hein, comme sur la conversation. Donc on a bien identifié, hein, en effet Fabrice, c'est très clair, hein, tous les facteurs qui peuvent générer des malaises. Et donc nous allons aborder vraiment la partie subvention. Tout vous paraît clair pour le moment, a priori, pas de retour, pas de main levée. Je pense que tu peux continuer, Fabrice, Allons-y, sur je cette n'arrête fameuse plus. subvention régionale malaise. Merci Grégory. Donc l'idée, c'est de promouvoir des solutions de prévention. Alors de deux manières, je vais dire. Un volet vraiment prévention primaire, c'est-à-dire jouer sur ces facteurs travail. Et donc la première solution, enfin, le type de solution, ça va être de travailler sur les contraintes thermiques, réduire les effets des contraintes thermiques. Alors, sachant que je vous ai parlé également de charge physique et d'intensité du travail, là, on a pour toutes les entreprises, quel que soit l'effectif en France, le FIPU, qui est le Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle, auquel toutes les entreprises sont éligibles. On a une autre subvention là, qui est nationale, hein, pour toutes les entreprises hors Aquitaine. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, on peut aider sur les diagnostics et l'aide à l'élaboration de plans d'action en lien avec les risques psychosociaux. Donc, on a la subvention prévention RPS accompagnement. Dans un deuxième type d'aide sur lequel on va travailler avec les entreprises, ça va être plutôt la prévention secondaire, c'est lorsqu'un malaise survient, comment réduire ses conséquences, limiter les pertes de chance, donc renforcer l'organisation des secours en entreprise. Alors pour bénéficier de cette aide, on va demander à l'entreprise demandeuse deux prérequis. D'abord, qu'elle dispose d'une procédure d'organisation des secours, élaborée et validée avec le médecin du travail. Donc là, on a travaillé avec les partenaires sociaux de la CARSAT Aquitaine sur cette subvention et ils nous ont demandé donc que l'employeur s'engage sur l'honneur, lorsqu'il fera sa demande, à attester qu'il y a une procédure d'organisation des secours, que les salariés ont été informés de son contenu et qu'elle a été transmise pour validation au médecin du travail, donc un engagement du chef d'entreprise sur ce point-là. C'est un formulaire qu'on trouve sur notre site, hein. Oui, tout à fait, sur la demande, sur le site de la CARSAT. Et lorsque vous ferez votre demande de subvention, on va le voir sur Net Entreprise, vous aurez une demande à cocher enfin, sur un engagement sur l'honneur. Le deuxième prérequis, c'est qu'on veut qu'il y ait à minima de sauveteurs secouristes du travail dans l'entreprise, dont les compétences, bien évidemment, sont à jour. Donc là, les partenaires sociaux nous ont demandé aussi, c'est très important, de faire valider, enfin de demander l'avis des représentants du personnel sur la bonne adéquation du nombre de sauveteurs secouristes dans l'entreprise. C'est-à-dire que 2, c'est le minimum qu'on demande, mais aux partenaires sociaux, on demande à ce qu'il y ait un dialogue dans l'entreprise sur l'organisation des secours et le besoin en SST. Alors, on va voir qu'on peut financer dans cette subvention les formations sauveteurs secouristes du travail. Donc, si ce prérequis n'est pas atteint, en fait, c'est un peu étonnant, mais s'il n'est pas atteint au départ, eh bien, l'entreprise peut quand même atteindre
le prérequis de 2 sauveteurs secouristes par le biais de la formation, parce que c'est au final, à la fin on va dire, du traitement de la subvention, lors du paiement par la CARSAT Aquitaine, qu'il faudra que l'entreprise prouve qu'il y a bien 2 sauveteurs secouristes. Donc, on aide quand même l'entreprise à avoir ces 2 sauveteurs secouristes. On les aide financièrement également. S'il n'y a pas d'instance représentative du personnel, Donc là, l'employeur, sur sa demande, il mettra qu'il y a absence, carence de sauveteurs, d'IRP, d'instance de représentants du personnel. merci. Et il pourra bénéficier de la subvention. Donc le premier item, de réduire les contraintes thermiques, donc on va financer des équipements qui vont être des équipements de climatisation, de rafraîchissement d'air, je détaille ça juste après, les brumisateurs rafraîchissants, les glacières à compression, et les vêtements rafraîchissants ou chauffants. Au niveau des secours, on va financer les dispositifs d'alarme pour travailleurs isolés, les défibrillateurs automatiques externes, DAE, et on va financer également des formations de SST, comme je vous l'ai dit, et très important, les sensibilisations, ce n'est pas vraiment de la formation, mais plutôt des sensibilisations aux gestes qui sauvent. Alors le cahier des charges, vous le retrouverez sur le site de la CARSAT Aquitaine, mais je vous donne un peu une synthèse. Donc les climatisations ou rafraîchissement d'air, ça sera des dispositifs fixes. Et on va financer également les travaux, par exemple d'électricité, de maçonnerie, qui seraient liés à la mise en place de la climatisation. Alors, les dispositifs, c'est assez large qu'on pourra financer. Donc, ils peuvent être réversibles, c'est-à-dire froid ou chaud. Ça peut équiper les locaux industriels, les entrepôts. Là, on va plutôt être sur des systèmes de rafraîchissement d'air type adiabatique. Les bungalows de chantier, grilles de gardiennage, ça on n'y pense pas assez souvent, aux gardiens qui sont sous la chaleur. En mobile, les engins de chantier, pas mobiles, pardon, mais des engins mobiles de chantier, les cabines de poids lourds, même si maintenant, dans les cabines de poids lourds, c'est devenu de série tout ce qui est chauffage et climatisation. Les bureaux, ah oui, les bureaux, parce qu'on pense pas assez aux bureaux, les salles de repos. Ce qu'on ne financera pas, par contre, c'est les dispositifs de climatisation mobile qui sont peu efficaces, et puis l'idée, c'est quand même de les retrouver dans l'entreprise. Tous les dispositifs, on ne va pas équiper les bureaux des télétravailleurs, le domicile, ni tout ce qui est lieu qui reçoit de la clientèle, locaux commerciaux, chambres d'hôtel. En option, très important, parce que ce qu'on veut, c'est aussi des équipements qui marchent dans le temps, donc on pourra financer le contrat de maintenance des équipements. Alors, je devance la question, c'est-à-dire que ça ne sera pas, par exemple, le contrat sur 1 an, mais lors de l'achat de l'équipement avec le fournisseur, s'il y a un contrat qui est de 5 ans, on financera le contrat de 5 ans. Il n'y a pas de durée particulière. Nous, on financera le contrat, peu importe la durée. On va financer aussi, c'est important, les dispositifs d'extraction des calories. Ça ne sert à rien de refroidir des locaux où on émet énormément de chaleur. Je pense par exemple à des salles des locaux de repassage, les locaux de cuisine. Donc l'idée, c'est aussi d'aider les entreprises à extraire les calories. Donc ça, on financera ces dispositifs d'extraction en plus de la climatisation. Alors les partenaires sociaux, là aussi, nous ont dit, des fois, il y a des études assez complexes à mettre en œuvre. Ça serait bien de les financer. Donc on a intégré le financement de l'étude thermique qui serait faite par un fournisseur. Alors très important, c'est que l'étude, en fait, nous, on jettera un coup d'œil sur l'étude, c'est-à-dire on demandera quelle est la destination de l'équipement, pour ne pas financer par exemple des chambres d'hôtel, mais aussi les calculs thermiques qui ont été faits pour ne pas financer n'importe quoi. Donc ça, il faudra un accord de la CARSAT sur cette étude. Les brumisateurs rafraîchissants. Donc là, on n'est plus sur les chantiers, mais on peut aussi avoir, par exemple, les garages. On sait qu'il y a un garagiste l'an dernier qui nous en a parlé, qui souhaitait s'équiper. Donc on lui a dit d'attendre 2026. Donc on va équiper les entreprises de brumisateurs pour rafraîchir les individus. Là aussi, attention, on ne financera pas tout ce qui est entreprise quand on fait de la démolition, par exemple sur des chantiers pour abattre les poussières.
on ne finance pas ces dispositifs d'abattage des poussières qui ont pour but de protéger les salariés des poussières créées. Et donc, nous, on est vraiment sur le côté thermique là-dessus. Les partenaires sociaux là, nous ont demandé aussi de rajouter des glacières à compression. Les partenaires sociaux du BTP, l'idée c'est que les salariés puissent avoir de l'eau fraîche en continu. C'est aussi intéressant pour le transport routier de marchandises, pour que les conducteurs puissent avoir quelque chose de frais en continu. Les vêtements rafraîchissants ou chauffants, alors, comme je vous ai dit, c'est une subvention expérimentale. C'est un équipement de protection individuelle. Donc, on a rappelé dans la subvention, et je vous le rappelle ici, c'est que ce n'est pas parce qu'on va équiper les salariés de vêtements rafraîchissants qu'on peut faire tout et n'importe quoi et laisser travailler les salariés pendant des heures dans des températures extrêmes. Donc, il faut toujours rappeler qu'il y a une démarche plus globale de prévention avec des actions organisationnelles, collectives et individuelles. De la même manière, attention, il faut étudier les situations de travail, puisqu'un gilet peut aussi être volumineux, et il ne faudrait pas que ça crée des risques supplémentaires, par exemple sur un couvreur qui travaille sur les toits. Donc il y a une phase d'essai à faire avec les salariés qui est très importante avant de choisir le bon vêtement. Les équipements, voilà, donc on a ouvert à différentes technologies parce c'est un peu l'inconnu. L'OPP-BTP a fait des études, l'INRS aussi. Et l'idée, c'est vraiment, pour cette subvention, d'avoir un retour d'expérience sur ces équipements pour savoir les avantages et inconvénients de chacun, pour peut-être après retenir qu'un ou deux types d'équipements. Donc là, on sera un peu en veille et on attendra un retour des employeurs sur ces dispositifs. C'est vraiment très important. On a des vêtements rafraîchissants ou chauffants qui fonctionnent aussi sur batterie, batteries qui peuvent ne pas suffire sur une journée, donc on financera également des batteries supplémentaires s'il y a besoin. Il y a une question, mais Voilà. allez, je vais la prendre maintenant. Oui, parce qu'on a eu une petite salle de questions aussi dans le chat. Monsieur ou Madame Pasquet, si vous avez une petite question, on vous Oui, écoute. Madame Pardon. Pasquier. Je voulais savoir, est-ce qu'on aura une liste des références par rapport à, est-ce qu'on pourra passer directement avec nos fournisseurs ou est-ce que vous allez nous indiquer où aller chercher ou acheter par exemple, la glacière à compression, les vêtements en fait, je voudrais savoir si on peut de nous-mêmes aller via nos fournisseurs parce qu'ils commencent à en vendre. Je vois les vêtements, thermiques, nos fournisseurs commencent à en vendre. Hein. Ou est-ce qu'il faudra vraiment respecter une liste que vous allez nous proposer? Donc, alors la CARSAT Aquitaine a fait le choix de ne pas avoir de liste de fournisseurs parce que c'est déjà compliqué à avoir une liste fixe et on est quand même indépendant là-dessus. Donc, il n'y aura pas de liste fournisseurs. Par contre, vous voyez qu'on a listé quelques grands principes Ouais. de vêtements. En fait, on va voir aussi sur la procédure de demande qu'avant de commander, il est vraiment important de nous faire plutôt réserver, de nous demander de réserver la somme et de nous envoyer les devis. Et donc, sur la base OK. des devis, des notices, nous, on vous dira feu vert. On D'accord, ne OK. connaît pas, mais on commande parce que ça a l'air OK. intéressant. Ou feu rouge, non, on ne financera pas. Voilà, donc ça sera sur la demande de réservation qu'on vous donnera notre aval à ce niveau-là. D'accord. J'avais juste une autre question, si c'est possible. Hein. Oui. J'ai vu aussi ils avaient mis en place des bracelets. Notamment, nous, vous parlez, on est couvreurs. Effectivement, les vestes, c'est un peu assez problématique, hein et il existait des bracelets justement qui détectent à partir d'une certaine température. Ça veut dire qu'en gros, il faut qu'ils descendent du toit pour se rafraîchir. Est-ce que ça sera financé ou pas? Non, ça ne sera pas financé parce que on ne vit plus vraiment dans le pays, on est dans l'alerte, mais il faut savoir quand on parle de Ah, contrainte ouais, d'accord, thermique, j'ai compris. Ouais, c'est-à-dire que la température, ça ne veut rien dire. On parle d'un couple température-hygrométrie. Donc déjà, et le corps humain, alors je ne vais pas trop détailler, mais le corps humain, en fait, il peut être en inconfort thermique ou en contrainte thermique selon le métabolisme, l'activité physique, les vêtements, ouais. l'hygrométrie, les vitesses d'air. Donc il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte et se dire, ah, il fait chaud, il fait froid, le bracelet m'indique, ça peut être trop tard parfois Ah, OK. quand le bracelet va donner l'indication.
Ah d'accord, Donc, ok, très bien. c'est vraiment Donc c'est pas un c'est pas gadget, mais voilà. forcément un support qu'il faudrait avoir en fait. Alors, on n'a pas de recul, mais je ne suis pas D'accord, sûr que ça soit un bon élément de prévention à ce niveau-là. d'accord, très bien. Merci. Merci. Fabrice, on a eu un lot aussi de questions sur la conversation auxquelles j'ai essayé de répondre, hein. Donc, on interrogeait notamment sur le nombre de salariés nécessaires pour pouvoir être éligible à cette subvention. Donc, c'est bien un salarié, mais il y a toujours ce prérequis de deux personnes formées SST. Donc, il faut au moins que le dirigeant et le salarié soient formés. Si tu confirmes, Fabrice? Oui, tout à fait. Donc, s'il y a un seul salarié, il faudra qu'il y ait le dirigeant de former également, d'avoir ces deux sauveteurs secouristes. Alors, il y a quelques petites questions qui se posent là-dessus. Donc, il est possible qu'on revienne sur s'il y a un seul salarié, c'est le patron lui-même, parce qu'il peut s'assurer. Mais sinon, c'est vraiment deux qu'il faut retenir pour l'instant. Oui, donc après, il y a eu quelques questions, enfin vraiment sur les côtés administratifs dont Fabrice abordera plus tard, pardon, notamment sur les départements. Donc on nous rappelle que c'est une subvention qui est éligible seulement sur l'ancienne Aquitaine, hein, les départements Landes, Gironde, etc. Ensuite, on est bien sur une liste limitative d'équipements, hein, donc ce sont tous les équipements que présente là Fabrice et les formations qu'il va vous présenter aussi. Voilà. Après, il y a quelques autres questions, on reviendra peut-être plus tard. Je vais peut-être te laisser dérouler parce qu'il y en a certaines dans lesquelles on répond dans ta présentation. Donc, je te laisse Oui, continuer. merci Grégory. Oui, je vais peut-être vous apporter des réponses ensuite. Euh, donc voilà les vêtements rafraîchissants. Ensuite, pour la partie organisation des secours, là aussi, bon, on n'est pas. C'est vrai que jusque-là, on ne finançait pas les dispositifs d'alarme pour travailleurs isolés, hein, les DATI. Mais il est quand même très important, quand il survient un malaise d'une personne qui est seule, qu'elle puisse alerter, de serait-ce par exemple aussi pour les transports, les conducteurs de poids lourds, hein, qui sont seuls dans leur cabine. On voit hélas très souvent, enfin on a vu quand même des déclarations d'accident du travail dans nos enquêtes, que le conducteur de poids lourd est trouvé isolé dans sa cabine le matin, donc quelques jours plus tard, et donc il n'a pas forcément alerté les secours, alors il n'a pas pensé à alerter les secours parce qu'il n'est pas sensibilisé à ce problème de malaise. D'où les gestes qui sauvent, on va voir par la suite. Donc on va quand même financer les DATI, mais en rappelant bien que ce n'est pas inspection du travail, mais le côté prévention, c'est qu'il faut en premier lieu supprimer les situations de travailleurs isolés, situations de travail isolées. Et si on ne peut pas les supprimer, ben, réduire le nombre de personnes. Et si on ne peut pas toujours, ben, c'est avoir une organisation des secours adaptée, mettre en place ben, l'aide qui va permettre de réduire les conséquences du malaise. Donc on va financer, ben, il y a des dispositifs, c'est assez large, hein, les montres où il y a la carte SIM intégrée, hein, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alerte qui est connecté au secours dans l'entreprise ou autre. On a des montres qui n'ont pas les cartes SIM, mais qui vont être appareillées au smartphone de la personne. Les chaussures, dans certaines situations de travail, d'où là aussi la nécessité d'évaluer quel est le DATI le plus intéressant, le mieux adapté à la situation de travail. Les boîtiers d'alerte type, hein, qu'on voyait autrefois. Et puis, comme j'ai mis là aussi, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de tester un peu tout ce qui existe, parce qu'il y a des nouveaux dispositifs. On préfère aussi faire attention et bien expliquer qu'on ne va pas financer les dispositifs avec application intégrée au smartphone. Ce n'est pas forcément la panacée. Et on précise aussi, parce qu'on sait qu'on va peut-être avoir des demandes, on ne financera pas le smartphone qui va équiper, qui va être appareillé à la montre. Donc voilà, il faut quand même l'écrire. On l'a écrit dans la subvention. Les défibrillateurs automatiques externes, donc ils doivent être neufs, hein, c'est toujours, de toute façon on va le voir, c'est du matériel neuf qu'on finance. Alors ils sont certifiés, hein, ces défibrillateurs. On ne va pas financer les défibrillateurs dits semi-automatiques. La différence avec l'automatique, c'est-à-dire que l'automatique, n'importe quelle personne peut utiliser un défibrillateur automatique externe, hein, c'est rappelé, hein, dans tout ce qui est réglementation et autres. C'est-à-dire qu'il suffit de brancher les électrodes sur la personne qui est en difficulté, et c'est le défibrillateur qui va juger ou pas s'il y a nécessité d'envoyer le choc électrique
Donc là, la personne voilà, n'a rien à faire à part connecter. Le semi-automatique, la personne doit appuyer sur le bouton. Donc c'est généralement quand même un sauveteur secouriste. Et il y a quand même le côté aussi psychologique d'appuyer ou pas. Donc nous, on finance que le défibrillateur automatique externe. On ne va pas financer les établissements qui reçoivent du public, hein, où la présence du DAE est imposée. Là aussi, c'est en discutant aussi avec nos partenaires sociaux de la CARSAT, même si c'est obligatoire hein, de déclarer son DAE sur la base nationale GeoDAE, on demande aussi à ce que l'employeur s'engage à déclarer son ou ses équipements qui seront financés dans le cadre de cette subvention. Alors là aussi, c'est un peu comme tout à l'heure, la climatisation. On financera le contrat de maintenance de l'équipement parce que c'est réellement très important d'avoir un équipement qui soit en état de fonctionnement le jour J où on a besoin. Là aussi, sur des enquêtes qu'on a menées en Aquitaine, sur par exemple un accident sur un chantier, ils sont allés chercher le DAE qui est dans un centre commercial. Le DAE n'était pas en état de fonctionnement. Donc il est très important de maintenir en état ces équipements et on financera le contrat de maintenance de l'équipement. Ça peut être 1 an, ça peut être 2, soit 5 ans. On financera. Fabrice, j'ai une question notamment sur le DAE. Est-ce qu'il y a Oui. des règles par rapport à la zone, secteur, combien de DAE il doit falloir? Je pense que c'est ça la question, combien il en faut par surface, j'imagine. Un certain nombre. Oui, c'est-à-dire que là, quand on va justement, quand on demande le prérequis sur l'organisation des secours, ça veut dire que l'entreprise a évalué ses risques et identifié, ben, en fait, en termes de nombre, de disponibilité, combien de DAE ils auront besoin dans l'entreprise. Donc, quand je dis un certain nombre, ça va dépendre de l'activité de l'entreprise. Si le DAE est à 500 mètres à pied, peut-être qu'il est intéressant d'en remettre un deuxième dans le bâtiment pour des sites importants. On a des sites aussi, en échangeant avec les entreprises, ben, en fait, ils vont mutualiser le DAE, c'est-à-dire qu'on va savoir que sur une zone d'activité, ben, le DAE se trouve à côté de l'entreprise, chez l'entreprise. Mais il faudra qu'il soit accessible, par contre. Donc, c'est toute une organisation à mettre en place, le DAE, une réflexion qui est générale à l'organisation des secours avec les sauveteurs secouristes du travail. Et on va voir avec tous les gestes qui sauvent. Voilà, ça va faire partie, c'est un des éléments de l'organisation des secours. Donc le nombre, ça va être, on va dire, entre guillemets, hein, de la responsabilité de l'employeur, mais surtout à travailler avec les représentants du personnel, les salariés, sur le nombre qui est important. Oui, donc, Réponse un peu longue, désolé. Je passe sur les formations. Mhm. Les formations, donc on va financer, ça va être les formations sauveteurs secouristes du travail, portées par notre réseau prévention, l'INRS et les CARSAT. On va financer les formations initiales des personnes, mais également le recyclage, le maintien et l'actualisation des compétences, le MAC. Donc là, comme je vous ai dit, on va demander à minima de sauveteurs secouristes du travail, hors obligation réglementaire, puisqu'il y a une obligation, dès lors qu'il y a des travaux dangereux, d'avoir un certain nombre de SST. Là, c'est un peu comme le défibrillateur. Ça va être à étudier de combien on aurait besoin de sauveteurs secouristes du travail. Il faut avoir un nombre continu dans le temps. Et je dirais maintenant, avec le télétravail dans certaines activités de bureau, on peut se retrouver avec une absence de SST, en particulier le vendredi, quoi, en fait, où on a peut-être moins de personnes sur le lieu de travail. Donc il faudrait veiller à avoir en continu 2 sauveteurs secouristes du travail en permanence, et là aussi par bâtiment. Il ne faut pas qu'il soit à 500 mètres de la zone de travail. Donc tout ça, c'est une réflexion à mener dans l'entreprise, en sachant que c'est aussi compliqué d'avoir des sauveteurs secouristes du travail, puisque ça fait appel au volontariat des personnes. Et on sait que le retour qu'on a des entreprises, former 2 jours une personne, il y en a, ils n'ont pas envie de partir 2 jours en formation. Ça peut être complexe, mais donc il faut voilà, inciter au volontariat, faire un appel aux salariés pour être SST. Et pas de nombre Donc, limité, maximum de SST.
Ah, au contraire, plus il y en aura, mieux ça sera. Mais voilà, le 2, ben, c'est parce que si c'est là, une seule personne est formée, que c'est elle qui a la malaise, c'est problématique. Donc on estime que 2, c'est le bon nombre. 2 par équipe, hein. Pour reprendre par exemple le DAE, dans le BTP, ben, il existe des DAE mobiles. Donc en avoir sur chaque équipe, chaque chantier, c'est le minimum de toute façon. Les listes des organismes, en fait, vous la retrouvez sur le site du INRS. Vous pouvez demander aussi à la CARSAT à Aquitaine, sur notre site, hein, vous retrouvez tout ça. Les durées de formation sont réglementées, en fait, enfin, sont régies par l'INRS et le réseau. 14 heures en initial, 7 heures en recyclage. Et le dernier point qu'on finance, qui est vraiment très important, à notre avis, au niveau de notre groupe de travail qu'on a au niveau de la CARSAT Aquitaine, c'est vraiment les gestes qui sauvent. Euh, on voit, en fait, on va avoir deux aspects. Quand survient l'événement, on n'est pas sensibilisé à se dire c'est un malaise, c'est un infarctus. On a des cas où on dit à la personne, bah, va te reposer, hein, va dans ta voiture te reposer, sur un chantier, va à l'ombre. Alors que la personne n'est pas bien, bah, le premier réflexe, c'est le 15 ou le 112. Donc sensibiliser à qu'est-ce qu'on doit faire quand on a cet événement. Et puis ensuite, si on a le 15, ben, on va devoir pratiquer peut-être un massage cardiaque, utiliser le défibrillateur. Donc c'est ne pas paniquer, c'est-à-dire en avoir parlé avant, avoir été sensibilisé à ça. Et pour moi, il faudrait quasiment que ben là, c'est tout. Autant, bon, les SST, ça peut être limité en nombre, autant avoir le maximum de personnes de l'entreprise qui est sensibilisée aux gestes qui sauvent, sensibilisation qui dure au minimum 2 heures, hein, qui sont réglementées, hein, par un arrêté, hein, du 15 juin 2024. Donc nous, on insiste vraiment beaucoup en discutant avec des chefs d'entreprise. Ils nous disent, oui, j'ai pas de volontaire pour être SST. J'ai une personne. Avant, j'avais des gens, mais ils sont partis en retraite. Par contre, quand on parle avec le chef d'entreprise, hein, suite à un malaise mortel, ben de gestes qui sauvent, et là, ils nous disent, oui, les personnes seraient moteurs pour partir 2 heures. C'est pas, voilà, c'est pas grand-chose. Et ils seraient demandeurs. Donc, on croit beaucoup, en fait, à pousser dans les entreprises à ces sensibilisations aux gestes qui sauvent qu'on va financer. On va parler financement maintenant. Ben pour synthétiser, tous les équipements vont être financés à 50% du montant hors taxe. Tout ce qui va être prestation, formation, sensibilisation, contrat de maintenance, études techniques, seront financés à hauteur de 70% du montant hors taxe. Alors on a un montant minimum de 500 € d'aide. Donc si c'est en dessous, ben, on ne pourra pas financer. Clairement, vu qu'on a un financement de 70%, bah, vous voyez qu'il faut au moins un investissement entreprise, enfin achat entreprise, paiement, facture de 715 €. Il arrive à 500 € à l'arrivée. Alors, pour en bénéficier, seul, donc pour en bénéficier, on va le voir après sur ma diapo, mais ça va être les effectifs d'entreprise. Donc l'effectif SIRAN de l'entreprise, il faut qu'il soit inférieur à 50 salariés. Et elle aura droit à une enveloppe de 25 000 €. Alors, je vous ai mis des phrases, c'est plus facile de parler avec des schémas. Vous allez avoir une entreprise d'effectifs SIRAN inférieur à 50 salariés. Elle peut utiliser 25 000 € d'aide à ce niveau-là. Pour, par exemple, si elle est à 3 établissements d'effectifs SIRET différents, ben, en fait, les 25 000 € vont se partager sur les 3 SIRET et non pas 25 000 € par SIRET. Voilà, pour bien rappeler ces contraintes-là. Je vous ai synthétisé les différents points financés. Donc, de toute façon, Grégory vous enverra le PowerPoint et puis vous aurez la vidéo. Donc, tout est synthétisé sur les montants d'aide et les points qui sont financés. Donc, sont éligibles uniquement, là on va peut-être faire des frustrés, les équipements d'Aquitaine pour l'instant, donc les 5 départements de l'ancienne Aquitaine. Effectif, comme je vous disais, SIRAN de moins de 50 salariés. Il y a des critères administratifs, techniques, donc là il faudra aller voir le cahier des charges, les conditions d'attribution de l'aide. Alors, sont exclus, ça c'est national, hein, c'est imposé par les critères nationaux, on exclut les organismes de la fonction publique.
On peut d'ores et déjà demander cette subvention, elle démarre au 1er janvier de cette année. Et on peut déposer les dossiers jusqu'au 30 juin 2028. J'attire votre attention qu'il est possible que cette aide régionale soit supplantée ou en partie par une aide nationale par la suite. Et donc, dans ce cas-là, ce serait un autre dispositif avec des financements qui seraient, à mon avis, identiques. Donc voilà, j'attire juste votre attention qu'on vous dit juin 2028, mais ça pourrait être loin. Les dates limites de transmission des pièces, c'est jusqu'au 15 octobre 2028 pour être payé. Oui, Grégory? Donc, si j'ai un devis, enfin une facture, en l'occurrence, qui est datée au 1er janvier 2026, bon, 1er janvier peut-être pas, mais le 2 janvier 2026, ça veut dire que j'ai fait l'acquisition d'un DAE, l'entreprise peut faire une demande et si ça correspond au cahier des charges, c'est bon. Voilà, tout à fait. Elle pourra faire sa demande. On va voir qu'il y a 2 cas, mais ça sera sans problème. Les équipements doivent être neufs, non destinés à la location. Alors, là, attention, parce qu'il y a des entreprises qui louent des défibrillateurs automatiques externes. Là, on ne pourra pas financer. Il faut l'acheter en fonds propres pour l'entreprise. Pas de financement par crédit bail, leasing. Ça peut être vrai dans les transports routiers de marchandises où la climatisation fait partie du crédit bail. Donc là, on ne pourra pas le financer. Alors, 2 modes de réservation possibles. Pour faire sa demande, vous irez sur le compte entreprise qui vous est attribué. Sur Net Entreprise, rubrique Demander une subvention. Et là, vous avez deux modes de réservation. Alors, la première à privilégier, c'est Madame tout à l'heure qui posait la question. Le mieux, donc, c'est vous faites votre demande en ligne, vous joignez les pièces justificatives que l'on vous demande, et en particulier les devis et les documents techniques. Et là, on pourra juger ou pas, on va vérifier les pièces justificatives et on vous donnera un feu vert et on réservera le budget qui va bien. Il y a un engagement de la CARSAT. Si vous achetez le matériel que vous nous avez donné en devis, on financera sans problème. On vous réserve, on vous bloque la somme pendant une certaine durée. Vous avez 2 mois globalement pour envoyer les bons de commande à la CARSAT pour justifier que vous avez bien acheté. Et puis vous avez 6 mois, mais voire plus, selon les choses, mais on vous relancera au bout de 6 mois pour acheter l'équipement et nous envoyer les preuves surtout de factures ou autres documents techniques qui sont demandés. On vérifie les pièces à ce niveau-là. Donc on en est là. On vérifie les pièces et puis si tout est correct, on vous versera la subvention à ce niveau. Alors l'autre solution, c'est ce que disait Grégory, vous avez déjà acheté le matériel, donc vous avez des factures. Alors là, les factures, il faut qu'elles datent d'après le 1er janvier 2026, on ne prendra pas celle de 2025. Et là, donc vous nous envoyez les factures, on vérifie que toutes les pièces correspondent à ce qui est demandé et on vous verse la subvention. Alors, le risque de passer par la deuxième étape, c'est que soit le matériel ne correspond pas au cahier des charges, donc là, on ne le financera pas. Et je vous ai dit, on vous réserve la somme, c'est-à-dire que si on arrive en fin d'année qu'il n'y a plus de budget, vous ne serez pas éligible et vous ne pourrez pas reporter à l'année d'après. Si vous avez acheté en 2026, vous ne pourrez pas demander la subvention en 2027. Par contre, si vous avez réservé la somme fin 2026, vous pouvez acheter en 2027 l'année N+1. Donc, vous avez tout intérêt à faire une demande de réservation. Il n'y aura pas de surprise. Vous trouverez donc dans le PowerPoint le lien à la subvention prévention malaise. Grégory a aussi élaboré, donc vous avez sur le site CARSAT Aquitaine, mais je vous ai mis le lien vidéo ici, à ce niveau-là. Vous avez le lien à la vidéo qui explique comment faire sa demande sur Net Entreprise. Et il n'y a plus qu'à. Donc, si vous avez quelques questions, il est 15h00, Alors oui, mais on prend des questions. Il y a une volée de questions. Il y avait notamment des questions sur les contraintes thermiques. Qu'est-ce qu'on entend par contraintes thermiques dans un local? La question n'est pas plus claire. Est-ce qu'il y a des températures seuil, par exemple, dans les locaux fermés? Alors, il y a des valeurs réglementaires qui sont de mémoire, c'est 30 degrés, au-delà de 30 degrés. Mais l'idée, c'est plutôt de gérer. Alors, je parle de contraintes thermiques ou d'inconfort. C'est d'éviter que les gens aient trop chaud. Donc, de toute façon, il y a une évaluation du risque thermique à faire par les entreprises. Mais dès lors qu'il y a des plaintes des salariés, qu'on se trouve qu'il fait trop chaud, on peut financer la climatisation.
Hein, il y a pas de limite en termes de contraintes thermiques. En fait, on parle de contraintes thermiques et d'inconfort. L'inconfort, j'ai chaud, mais ça va. Contrainte thermique, pardon. J'ai chaud, mon corps lutte pour réguler la température interne de 37 degrés. Donc, augmentation du rythme cardiaque, de phénomènes de sudation. Et tout cela a un effet sur la santé de la personne et un effet sur un malaise potentiel. Euh, et donc, c'est vraiment, quand on parle de contrainte thermique, c'est d'effet sur la santé du salarié. Mais il n'empêche que même s'il y a un confort, on peut vous financer tout ce qui est climatisation. C'est vraiment l'idée. On me demandait justement pourquoi on ne finançait pas l'isolation des locaux. On a eu ces questions des partenaires sociaux, parce que c'est vrai que, comme j'ai dit, bon, on va extraire les calories. C'est un autre, enfin, ça aurait pu complexifier la subvention, parce que dès lors qu'on parle de calorifugage, là aussi, on est sur des contraintes, sur des études techniques à opérer. Donc, on n'a pas fait le choix, mais il est vrai que l'entreprise, on incite l'entreprise, avant de mettre la climatisation, bah, à améliorer l'isolation de votre local. Et là, ça sera à votre charge. Mais derrière, on vous aidera à mettre la climatisation. Mais oui, il s'est posé cette question-là. Peut-être que par la suite, on le financera. Mais pour l'instant, on n'a pas voulu avoir trop de points à financer. Il y en a déjà pas mal. Il y aura peut-être avec la subvention nationale si demain arrive. J'avais une question aussi sur les prérequis. Donc là, c'est vraiment un cas spécifique de la Barzu. En fait, elle a 2 SST sur le site central, puis des salariés qui sont diplômés d'État ambulanciers, mais pas SST sur tous les autres sites. Quelle est l'obligation sur tous les sites? C'est pas, nous, on ne va pas raisonner par site, on va raisonner par effectif, on va dire plutôt SIRET. C'est vrai que là, on va plutôt être. Enfin, là, on est sur le SIRAN, mais là aussi, ça sera un peu une discussion avec l'entreprise à ce niveau-là. Mais nous, c'est en effectif, pardon, SIRAN, on va en prendre 2. Mais il est vrai qu'il y a une réflexion à avoir plus globale dans l'entreprise. C'est par exemple dans leur bureau. Euh, Après, est-ce qu'un PSC1, s'ils ont assez de sauveteurs secouristes, un PSC1 va peut-être suffire dans le cadre de leurs interventions, parce que ça, je pense c'est obligatoire le PSC1 dans leur domaine. On n'a pas voulu financer le PSC1, on a voulu plus financer le sauveteur secouriste et les gestes qui sauvent. Donc là, on est un peu au cas par cas, il y aura peut-être une réflexion, mais bon, avec Madame Bardu, on connaît un peu, donc on se contactera pour affiner la chose. Mais c'est une réflexion à avoir sur l'organisation des secours. On peut pas, voilà, on peut pas tout mettre dans la subvention en termes de cas particuliers. On avait une question de Madame Pomarez qui, elle aussi, était dans un cas de figure spécifique où elle a 5 agences, 5 SIRET, donc 3 en Aquitaine, 2 hors Aquitaine. Le financement sera-t-il possible dans les agences hors Aquitaine? Non. Clairement, c'est uniquement vos agences 64, 40, 33 qui seront éligibles. Et attention, il faut que votre effectif sirène soit en dessous de 50 salariés. Pour rappel. Doit-on justifier la température de local pour faire la demande pour une climatisation? Non. Non, pas du tout. Là, on est vraiment, comme je vous disais, dans les conditions de travail. Hein. Il y a les contraintes de travail, mais aussi les conditions de travail, parce qu'avec l'augmentation des températures, le changement climatique, on se dit travailler dans une ambiance qui est très contrainte joue aussi sur les conditions de travail. Donc, on est peut-être en dehors des malaises, mais nous, on ne va pas demander cet aspect-là. Bon, sachant que, pour rappel, dans le document unique, on doit traiter certains risques, dont le risque thermique peut être et devrait être même évalué. Donc, il n'y a pas de contrainte là-dessus. On ne va pas demander de choses là-dessus. On a d'autres questions aussi sur les autres subventions qui sont proposées par le réseau des CARSAT. Donc, pour rappel, la subvention malaise est une subvention spécifique à CARSAT Aquitaine, mais il existe d'autres dispositifs qu'on vous invite à aller voir soit sur le site de la CARSAT Aquitaine ou de la CARSAT dont vous dépendez, ou bien vous pouvez aller voir sur Amélie Entreprise. On a des subventions pour prévenir les risques chimiques, on a des subventions pour prévenir aussi tout ce qui est TMS, donc quelqu'un a évoqué le FIPUS, c'est celle-ci. Fabrice l'a également évoqué, pour prévenir les herpès. Vraiment un panel d'accompagnement qui vous sont proposés si vous souhaitez mener une démarche de prévention. Vous pouvez vous appuyer sur ces subventions et donc aller consulter. Tous les budgets sont au vert. Nous sommes en début d'année. On n'est pas loin des 100% de budget sur chaque subvention. Toujours sur cette règle de premier arrivé, premier servi.
à l'heure actuelle, il y a des jauges qui vous indiquent si vous êtes, si on est dans le vert ou pas, hein. Donc, vous pouvez suivre l'état les fonds encore, si vous souhaitez, avec des dispositifs différents, certains qui peuvent être demandés au stade devis et facture, et on ne fait plus, seule demande qui peut être faite seulement au stade. Est-ce qu'on peut financer une habilité pour la prévention des secours? Dans le cadre du SPU, on est plus vraiment sur une prévention de tout ce qui est TMS, un port de charge, voilà, mais ce type de prestation ergonomique. Il y avait pas de compétences. Si la liste, c'est pas financé. Je crois qu'on a fait le tour. Il y avait aussi l'étude. Alors, oui, il y avait des personnes. Est-ce que l'étude est financée? En fait, on ne financera pas une seule étude. Donc, il faut d'abord lancer l'étude, avoir le devis de l'organisme de climatisation du fournisseur. Et là, ensuite, on pourra financer l'étude. Mais on ne va pas financer l'étude elle seule. C'est une option, l'étude. Voilà. Allez, je te laisse. Bien pour conclure, hein, donc vous retrouverez toutes les informations sur nos dispositifs, tout ce qui est démarche de prévention, événements, aide financière. En fait, on dispose d'une newsletter qui s'appelle 3 minutes entreprise. N'hésitez pas, abonnez-vous à cette newsletter, vous serez informé de toutes les évolutions, de tous les dispositifs que l'on propose, de toutes les démarches. Voilà, on a aussi un compte LinkedIn, CARSAT Aquitaine, où on fait part de tous nos événements. Là, par exemple, prochainement, pour tous nos amis qui sont sur le secteur palois, le 19 mars après-midi, Fabrice sera également présent. Mais vous pouvez venir à notre rencontre pour échanger avec nous sur nos dispositifs d'aide financière. Ce sera et pas que, hein, démarche de prévention aussi, à la CCI de Pau. Donc, on sera présent le 19 mars. Voilà, donc abonnez-vous à nos réseaux, allez sur le site des CARSAT ou sur Amélia Entreprise, vous retrouverez aussi pas mal d'informations. Je crois que tu avais partagé, je ne sais plus si tu as partagé le mail, un mail de contact prevdir@carsat-aquitaine.fr sur lequel aussi vous pouvez poser des questions. Et puis on n'a plus qu'à vous remercier pour cet après-midi. On a à peu près tenu notre timing. On vous souhaite à tous une bonne après-midi et nous vous diffuserons à la fois la présentation et le replay de ce webinaire. Merci à tous et bonne journée. Merci, bon après-midi. Merci. Au revoir. Merci, bon, au revoir.